Bonjour, merci de regarder cette vidéo sur les tendances en design pour les emails, pour l'email marketing. Alors, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur l'email marketing. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos et pour être surtout prévenu quand nous en sortons une nouvelle. Alors, aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon des grandes tendances actuelles en design pour l'email. Ça va vous aider à construire des emailing performants. On verra la composition, les polices, les couleurs, le format. Et je vous présenterai aussi des cas concrets avec un condensé de l'actualité du mail design. Donc cette vidéo ne s'adresse pas aux pros du graphisme, elle donne simplement des pistes pour connaître les tendances actuelles. Ça vous permettra d'orienter le travail du graphiste si vous travaillez avec un graphiste, ou de bien choisir les modèles que vous allez utiliser si vous utilisez une plateforme emailing qui propose des modèles déjà tout faits, déjà préconçus. Alors déjà on va parler du format. Le format court, ça reste le format qui est le plus représenté en email marketing. Donc, de nos jours, maintenant, on est sans arrêt sollicité par la publicité, par les mails qu'on reçoit. On a assez peu de temps à accorder réellement à nos emails. On a assez peu de temps à accorder à nos emails. On a cherché quelques stats en préparant cette vidéo. Donc, les cadres, en général, passent 2 heures par jour à lire leurs emails. En plus, le nombre de messages en boîte de réception est toujours de plus en plus élevé. On reçoit à peu près 10 mails réels par jour. Quand je dis mails réels, c'est hors messages commerciaux, hors notifications, hors mails automatiques. Donc du coup, pour que le message soit lu, il faut vraiment qu'il soit concis, qu'il soit assez court. Donc n'oubliez jamais que le lecteur va vraiment vous accorder quelques secondes, en moyenne 3 secondes, avant de décider s'il va lire le message en entier ou s'il va le mettre à la corbeille. Donc essayez de mettre un focus, d'attirer l'attention sur le bénéfice du produit ou du service que vous présentez, que vous mettez en avant. Et pensez aussi à placer un appel à l'action, un emplacement assez stratégique. Donc en général, on parle du premier tiers du message, voilà, pour qu'il soit tout de suite visible, même si la personne voit le message dans le volet de visualisation d'Outlook. Donc on a observé sur la plateforme une moyenne de 2 blocs de texte et un call to action, un bouton en 2016, au premier semestre 2016. Donc on est vraiment sur des formats très très courts. Et la tendance est au bloc de texte assez séparé avec une typographie, une police qui est très aérée pour que ce soit rapide à lire, pour fluidifier un petit peu la présentation. Autre tendance en 2016, on a de plus en plus de messages qui sont lus sur mobile, ce qui va vraiment dans le sens de la simplification. Donc j'ai trouvé une étude qui dit qu'il y a plus de 50% des mails qui sont lus sur un mobile ou sur une tablette, et une grosse partie des autres mails sont relus sur un écran différent que ce qui est utilisé la première fois. Donc du coup, on sait qu'il y a la moitié des gens qui vont bénéficier de l'aspect responsive du message si vous faites un message responsive. Responsive, c'est le fait que le message s'affiche bien sur tablette, sur mobile et sur écran d'ordinateur. Ça veut dire qu'il va avoir un format adapté, que le message va se réorganiser pour s'afficher parfaitement sur une petite résolution d'écran. Donc plus votre message va être court, plus vous avez des chances d'attirer l'attention du prospect jusqu'à la fin de la lecture du message. Et si le message est responsive, vous mettez encore plus de chances de votre côté. Au niveau de la composition, on va encore parler de minimalisme, donc un graphisme minimaliste qui est quelque chose de très actuel. Ça permet aux gens de se concentrer sur votre message et pas sur la forme de votre message. Le produit et le service doivent être bien mis en avance et comme vous savez que vous êtes confronté vraiment à énormément d'images tous les jours, que les gens sont confrontés à énormément d'images tous les jours, autant ne pas mettre l'accent sur les images et proposer quelque chose de neutre qui ne fasse pas de pollution visuelle supplémentaire pour vos lecteurs. Donc ça peut aussi refléter un esprit de transparence pour votre entreprise. On vous propose un produit ou un service tel qu'il est, sans floriture. On vend le produit et pas forcément le design. C'est exactement la stratégie de Google ou même de Apple. Bon, c'est des stratégies qui marchent assez bien, qui sont assez dans l'air du temps. Les formes géographiques sont également très prisées dans le design pour l'email marketing et elles sont vraiment en adéquation avec le style minimaliste. Ça permet de guider l'œil facilement et ça donne aussi un aspect moderne à vos créations.
Donc l'utilisation de ces formes, ça permet d'avoir un message épuré, d'avoir un message simple, et ça développe l'aspect dépollution visuelle qui est propre à l'esprit minimaliste. Autre courant au niveau de la composition, il y a le flat design, ou aussi le design plat. Donc c'est aussi une tendance un petit peu minimaliste, avec des aplats de couleurs qui sont très flashy, très vifs, des formes simples, des formes géométriques, et un travail sur la typographie. Donc plus il y a d'ombre, plus il y a de dégradé, plus il y a de texture, voilà, mieux ça va aller dans le sens du minimalisme, dans le sens de la facilité de lecture. Et surtout que c'est des messages qui sont assez légers, voilà, comme on a beaucoup d'aplats de couleurs, les images sont très très légères et du coup les messages sont très rapides à charger. Et puis ça facilite aussi l'adaptation sur différents écrans. Si vous avez beaucoup d'aplats de couleurs, l'aspect responsive est beaucoup plus facile à mettre en place. Après le flat design, donc on a le material design. C'est un petit peu une tendance qui a été créée par Google, qui a repris le flat design et qui a créé une conception de message qui consiste à rajouter des empilements de différentes couches d'images. Ça permet de donner un aspect profondeur qui n'est pas là sur le flat design tout court. Donc on est encore dans la simplification, on a toujours des formes géométriques, des aplats de couleurs. Voilà, on multiplie des illustrations en low poly. Je vous ai mis quelques exemples là. Donc si vous avez des messages à créer ou un site à refaire, je vous conseille de noter tous ces termes, flat design, material design, low poly. Vous n'aurez qu'à les rechercher sur Google Images et vous aurez vraiment des centaines d'exemples instantanément. Ensuite, le blurred background. Blurred background, c'est une image floue qu'on met en fond de l'email et sur laquelle on superpose un autre élément qui, lui, ne sera pas flou. Donc ça permet de mettre en avant ce qu'on met au premier plan, de focaliser l'œil sur les éléments qui se trouvent au-dessus de l'image. Ça donne de la profondeur, comme vous le voyez là, et un petit peu de poésie aussi à votre visuel. Voilà, l'aspect flouté, la partie floutée du message apparaît souvent en full size, en plein écran, pour conserver un peu l'harmonie de l'emailing. Autre avantage technique, les images floues sont très légères. Elles sont très légères, donc ça réduit le temps de chargement de votre page, ça réduit le temps d'affichage de votre email. On a encore deux compositions à voir, donc le do it yourself, je vais vous en parler un petit peu, c'est une tendance qui est très actuelle, qui impacte aussi le design dans les emailing. Ça donne un peu un aspect bohème, un aspect décontracté. Donc l'idée c'est d'utiliser des typographies qui sont un peu manuscrites. D'ailleurs, il y a un grand retour de la calligraphie sur ce type de mail, d'utiliser des collages, d'ajouter des annotations manuscrites, comme entourer le produit par exemple à la main ou faire des flèches. Utiliser un cadre de photo type Polaroid aussi pour mettre vos images dedans. Voilà, l'idée c'est de donner l'impression que ça a été fait soi-même, un petit peu comme un collage, comme si on faisait une affiche à la main. Donc c'est quelque chose qu'on voit très souvent et qui attire aussi l'attention, bon, jusqu'à ce qu'il y en ait trop, mais en tout cas pour l'instant on le voit de temps en temps, ça a un aspect assez sympa, ça donne un effet assez sympa. Et ça peut attirer l'attention et donner envie de lire le message jusqu'à la fin. Le split screen, donc c'est un écran qui est divisé. Donc c'est un type de composition qui consiste à diviser l'écran en deux. Deux écrans qui se font face et le lecteur a le choix de diriger son attention soit vers l'un, soit vers l'autre. Donc chaque internaute va un peu décider vers quelle landing page, vers quelle page d'arrivée il va être dirigé et ça va favoriser la conversion. Donc c'est une expérience de navigation qui est assez individualisée. Donc c'est l'internaute qui est acteur, c'est lui qui choisit l'image le call to action qu'il va utiliser. Donc le but, bien sûr, c'est d'augmenter le taux de conversion. Quand on divise l'écran en deux, on a 2 fois plus de chances d'intéresser le lecteur, 2 fois plus de chances d'avoir des clics. Ça peut être très intéressant si vous avez 2 types de produits ou 2 types de services. Ça permet de les présenter vraiment de manière distincte, de manière très claire. Ça permet aussi de s'adapter aux désirs des utilisateurs en leur proposant un contenu qui correspond parfaitement à vos besoins. Ça peut aussi être un même service ou un même produit, mais avec 2 offres différentes. Ou 2 gammes de prix, par exemple, ou 2 niveaux d'abonnement.
Donc j'avais noté 2 pistes à tester. Ça peut être des éléments opposés pour souligner la diversité du choix et voilà, et souligner ça avec les contrastes. Ça peut aussi être donc des éléments de la même famille avec une homogénéité visuelle. Le dernier type de composition, c'est le card design. Donc ça vient un peu de Pinterest, enfin de l'ascension fulgurante de Pinterest. Le principe, c'est mettre en page plusieurs images avec très peu de texte. Donc le lecteur peut aller rapidement, parcourir rapidement le message et voilà, et focaliser son attention vers les produits qui vont l'intéresser. Donc c'est un principe qui est beaucoup repris sur les sites internet, qui est beaucoup repris dans les emails, donc qui donne un aspect un peu très graphique, très Pinterest, et qui est pas adapté à tout. Par contre, ça va être adapté à des business qui ont des choses à montrer. Voilà, ça peut être de l'habillement, de la mode, des choses physiques à vendre. Maintenant, pour une société de services en informatique, voilà, c'est pas vers ça qu'il faut se tourner, parce que vous allez avoir beaucoup de mal à trouver des images qui sont adaptées. Donc on a fini pour la composition. Maintenant, je vais parler des visuels, donc des visuels en eux-mêmes. Alors les pistes qu'on retrouve très régulièrement, c'est déjà les vidéos. On a déjà parlé de l'intérêt des emails vidéo. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite là-dessus, justement. On a fait un webinaire aussi là-dessus que vous pouvez retrouver sur notre site. Voilà, l'idée sur la vidéo, c'est qu'une vidéo, ça vaut beaucoup plus qu'un article écrit, tout simplement parce que il y a plus de 80% des internautes qui préfèrent voir une vidéo que lire un article. Et surtout, c'est mieux mémorisé. Une personne va mieux mémoriser du visuel plus de l'auditif que du visuel comme le texte ou que de l'auditif comme un podcast. Donc voilà, la vidéo, on le voit aussi avec le succès de YouTube. C'est quelque chose que les internautes apprécient de plus en plus. Et toutes les études le montrent, il y a plus de 86% des acheteurs qui préfèrent acheter un produit qu'ils ont vu en vidéo, qu'ils ont pu voir en vidéo comme s'ils l'avaient dans la main, plutôt que de voir juste une présentation sous forme de galerie. Donc une vidéo, ça peut augmenter les taux de clics, surtout si vous mettez une fausse image de player vidéo qui incite les gens à cliquer. Donc là, les taux de clics sont exponentiels, puisque les gens ont vraiment tendance à lancer la lecture de la vidéo, enfin à essayer de lancer la lecture de la vidéo et arriver sur la landing page. À noter aussi que depuis l'année dernière, sur YouTube notamment, on peut ajouter des call to action directement sur YouTube, sur les vidéos YouTube. Donc il y a 2 solutions pour ça. Il y a les fiches qui affichent un bouton information en haut à droite de la vidéo. Donc si l'internaute clique dessus, il déroule un visuel avec un petit lien, comme vous pouvez le voir. Et il y a également la possibilité de définir des zones transparentes ou semi-transparentes qui sont cliquables. Donc, par contre, là, il faudra faire un petit peu de montage vidéo. Si vous voulez mettre un vidéo ou une bannière sur ces zones, il faudra le prévoir dans votre vidéo, donc il faudra le faire dans le montage. Sinon, sur notre plateforme emailing, on a récemment développé un module qui permet de collecter des emails de prospects directement via une vidéo YouTube. Le principe, c'est d'intégrer, quand vous intégrez une vidéo YouTube sur votre site, en cours de lecture, donc de préférence à un moment important quand vous allez annoncer ou montrer une solution, c'est de bloquer la vidéo, d'afficher un formulaire qui dit par exemple que la suite de la vidéo est réservée aux membres de votre site et qui incite les gens à rentrer leur email, à valider pour continuer à lire la vidéo. Donc ça peut être un petit peu frustrant, mais les taux de conversion sont assez intéressants. Et au moins, les gens qui vont être intéressés, qui vont être en plein de votre cible, vont rentrer leur adresse email pour voir la suite de la vidéo. Donc après les vidéos, les autres types de visuels, il y en a encore 3. Il y a déjà les infographies qui sont à la mode depuis 2015, parce qu'il y a pas mal d'outils qui permettent de faire des belles réalisations sans trop s'y connaître. Donc nous, on utilise PictoChart. Il y en a d'autres, il y a Easily par exemple. C'est une tendance qui est très ludique, qui permet de simplifier les informations. Et voilà, au lieu de faire un texte de 3 pages avec une infographie, en général, en une page d'infographie, on résume un texte de pas mal de mots, pas mal de lignes,
assez simplement, et c'est quelque chose qui peut être partagé facilement, qui peut être assez viral si les gens l'apprécient. On a également les GIFs animés qui sont de plus en plus répandus. Donc il y a pas mal de comparatifs qui ont été faits en emailing avec des GIFs animés et des images basiques. Dans tous les cas, les emailing avec un GIF animé donnaient des taux de clic beaucoup plus importants. Donc c'est un résultat logique, ça permet de vous démarquer de la concurrence, ça inclut un peu de valeur ajoutée, d'attractivité dans votre message, et ça apporte à votre message un aspect dynamique, un aspect d'originalité. Assez proche du GIF animé, on a le cinémagraphe. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau en France. C'est une technique qui permet d'animer juste une partie isolée de votre photo. Donc par exemple, là, je vous ai mis une photo d'une tasse à café. Il y a seulement la cuillère qui tourne. Donc vous pouvez insérer ça dans un emailing, ça marche très bien. Ça permet de créer un effet de surprise. Ça, voilà, c'est un peu comme une illusion optique. Vous croyez qu'il y a une photo qui bouge pas et en fait, elle est animée, elle attire l'attention. Donc ça donne de l'énergie à votre message. Et voilà, comme c'est assez peu utilisé encore, ça vous permettra de vous différencier de la concurrence, de marquer les esprits de vos prospects. Alors par contre, contrairement au GIF animé, c'est très subtil, c'est assez apaisant, c'est beaucoup plus léger aussi, c'est moins irritant qu'un GIF animé qui bouge dans tous les sens. Donc ça, voilà, je pense que c'est assez bien adapté pour l'emailing. Je vous ai mis dans la description de cette vidéo quelques liens vers des cinémagraphes. Voilà, vous verrez donc ça peut améliorer la mise en évidence de votre produit. Si vous pouvez juste mettre en mouvement votre produit à vendre au sein d'une image plus grande, ça permet vraiment de le mettre en valeur assez facilement. Je vous mets aussi un lien vers un article qu'on a écrit spécifiquement sur les cinémagraphes sur le site emailing.fr. Voilà, comme ça vous pourrez voir à la fois des exemples et voir également comment ça marche, comment les mettre en place dans Photoshop. Donc après les visuels, on a, voilà, toujours dans les visuels, j'oubliais les visuels un peu rétro. Donc on retrouve un peu dans tous les secteurs et sur tous les médias. Donc il y a pas mal d'emailing qui s'inspirent aujourd'hui du pixel art, enfin des choses un peu rétro, des super-héros, des comics des années 70-80. Donc ça permet de faire un peu appel au design des années passées, ça permet de mettre en avant certaines valeurs, de renforcer le sentiment d'authenticité de votre marque. Ça peut aussi mettre en valeur un peu l'humain, voilà, en rupture avec l'époque actuelle. Donc c'est intégrer du rétro dans une campagne, ça peut faire émerger un petit peu un sentiment de confiance qui est plus très présent à notre époque. Donc si vous utilisez aussi des couleurs vives ou dynamiques, ça permet de casser l'aspect un peu nostalgie pour garder l'aspect un peu pétillant. Alors si vous faites un design rétro, faites attention à la typographie, il faut qu'elle soit en accord bien sûr, donc il y a des typographies qui sont particulièrement bien adaptées à ce style de message. Donc on a vu la composition, on a vu les visuels, je vais vous parler un petit peu maintenant de couleurs. Au niveau des couleurs, le noir est assez d'actualité, il est très représenté dans tout ce qui est sobre et luxueux, donc dans tout ce qui est luxe notamment. Alors il faut faire attention à ne pas tomber dans l'austérité. Voilà, il faut essayer de trouver le bon équilibre entre un petit peu de noir et pas trop d'austérité. Voilà. Faut quand même assez réfléchir à sa composition. Pour contrer l'aspect un peu monotone du noir, on utilise souvent une couleur assez flash avec. La couleur flash va aussi permettre de mettre en avant tout ce qui est information importante de votre message. Donc après le noir, on a les contrastes forts qui sont assez représentés. Donc les contrastes forts, c'est le principe de mettre deux couleurs en totale opposition. Donc en 2015, on avait pas mal d'emails où la même couleur était déclinée sur le même message. La tendance aujourd'hui, c'est des couleurs complètement opposées, des couleurs complémentaires. Ça permet d'impacter le message, ça apporte aussi de la tonicité, de la gaieté, et ça permet d'avoir une composition assez équilibrée au final. Donc l'intérêt de jouer sur deux couleurs, ça permet de faire des oppositions, ça permet de mettre en évidence, et la couleur secondaire pourra aussi être utilisée
pour que les lecteurs puissent repérer facilement ce qu'il y a à lire, ce qui est les avantages de votre produit par exemple. Donc d'autre part, les contrastes forts, ça permet une meilleure lisibilité, notamment sur du texte sur le fond, notamment sur les écrans qui sont tout petits. Et d'ailleurs, en parlant de couleurs, donc il y a un site qui s'appelle Paleton.com qu'on utilise pour trouver des couleurs qui vont bien ensemble. Donc vous choisissez le nombre de couleurs que vous voulez, vous mettez votre couleur dominante, par exemple celle de votre logo, et ça va vous donner les couleurs qui vont bien avec pour ne pas faire de faute de goût, surtout si, comme moi, vous n'êtes pas un graphiste professionnel, ça va vous permettre de choisir des couleurs qui vont bien aller dans votre composition. Au niveau des couleurs, on peut également citer tout ce qui est tramé ou fond à motif. Alors c'est pas vraiment des couleurs, c'est un petit peu de la composition, mais ça joue beaucoup sur les couleurs, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Il y a beaucoup d'emailing qui utilisent des fonds tramés, des fonds à motifs qui permettent de renforcer la tonalité que veut donner l'entreprise à son message. Par exemple, si une entreprise veut créer un message en travaillant sur l'esprit comics, dont on a parlé tout à l'heure, on peut ajouter un fond tramé qui permettra d'accentuer vraiment cet aspect. Également un fond à motif, ça permet d'améliorer le dynamisme, d'améliorer la gaieté et de remplacer pas mal d'images dans un emailing. Donc, par exemple, par rapport à une photo, un fond à motif qui est répété, ça pèsera vraiment beaucoup moins lourd. Le poids d'un email, ça a un impact au niveau de sa rapidité d'affichage et également de sa délivrabilité. Ça peut nuire un petit peu à la délivrabilité quand il est beaucoup trop lourd. Et l'utilisation d'un fond à motif, ça permet d'optimiser votre message, donc du coup d'optimiser votre campagne emailing. Sinon, pour les images qui sont représentatives à un lieu ou à un objet, à une personne, dans certaines activités, on a du mal à trouver ce type d'image. Des images vraiment adaptées à votre produit, à votre activité. Et l'utilisation d'un fond à motif, ça permet d'avoir des images qui sont généralistes, qui ne sont pas forcément en rapport avec votre produit ou votre service. Et ça vous donnera quand même la possibilité d'habiller votre message sans forcément avoir des visuels qui soient parfaitement adaptés à votre activité. Alors attention à la couleur, ça va beaucoup jouer sur le taux de conversion. Donc surtout sur les appels à l'action, si vous avez un fond à motif, il faut quand même faire ressortir les appels à action. Vraiment les mettre en avant. Donc le seul moyen, vous pouvez utiliser les couleurs complémentaires, le site avec les couleurs complémentaires dont je vous ai parlé pour les trouver. Et dans tous les cas, pour trouver les couleurs qui vont bien, ce que je vous conseille, c'est de faire des tests, d'utiliser des outils d'A/B testing si votre plateforme emailing le propose, sinon vous pouvez tester la nôtre. Et vous allez pouvoir tester différentes versions d'un message ou d'un objet d'ailleurs, et c'est la meilleure version qui va être envoyée au reste de la base. Donc le principe, c'est on teste une petite partie de votre base avec un message, une petite partie avec un autre message, et au bout de, par exemple, 4 heures ou d'une journée, tout le reste de la base va partir sur le message gagnant, sur le message qui a généré soit le plus d'ouverture, soit le plus de clics, soit le plus de clics sur un lien en particulier si on a une landing page qui nous intéresse plus que les autres, ou si on fait un test sur un call to action bien spécifique. Donc après les visuels, on va parler un petit peu des polices. Donc les polices qui sont assez simples, comme Arial, comme Helvetica, c'est des polices sans serif, ça veut dire sans empattement. Elles permettent une bonne lisibilité du message sur tous les supports. Donc elles sont très utilisées en responsive. Il y a également le Verdana. Donc le Verdana, c'est une police qui a été faite que pour l'écran, que pour la lecture à l'écran, qui est une des polices les plus lisibles à l'écran. En 2016, on constate qu'il y a pas mal de polices avec empattement qui arrivent, qui sont réutilisées. Ça permet d'ajouter un certain cachet, un côté vintage, un esprit presse traditionnel. Et les typographies qui sont un peu plus originales, notamment dans les compositions type do it yourself, elles sont très en vogue actuellement. Voilà, il faut juste être vigilant au niveau de la lisibilité. Il faut quand même que ce soit lisible, notamment si le texte est rapetissi sur un mobile en responsive.
Donc en typographie, on a vraiment deux tendances, hein. Il est profitable d'utiliser des typographies qui sont très différentes, par exemple une typographie cursive pour les titres, ou une typographie basique pour les textes. Donc pour le web, en général, la norme c'est du 14 ou du 16 pixels pour le corps du texte. Et les polices qui sont en forte opposition vont permettre d'avoir un design très épuré et de jouer vraiment sur la police pour mettre en avant vos informations. Donc utilisez plusieurs polices, n'hésitez pas à utiliser plusieurs polices pour donner du relief à votre message, pour classifier un petit peu les informations. Par contre, ne multipliez pas les polices. 2 polices, 3 polices, c'est pas mal. Après, ça peut commencer à faire bizarre. Ça peut commencer à donner un aspect page perso. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une même famille de polices. Voilà, il y a des polices il y a des familles de polices qui comportent plusieurs polices qui vont permettre de travailler sur la typographie, donc sur la taille, sur le avec ou sans empattement, sur l'épaisseur. Ça vous permettra de hiérarchiser les informations tout en gardant une certaine homogénéité dans votre message. Au niveau du call to action, donc ça c'est quand même un élément essentiel dans le message, il faut apporter faut vraiment y faire très attention. Donc pour être efficace, un appel à l'action doit être isolé du reste du texte. Donc ça doit vraiment être le premier élément qu'on voit, qu'on repère directement quand on ouvre le message. Je vous ai mis un exemple, les couleurs qui sont vives sur un fond neutre ou blanc permettent vraiment d'inciter l'internaute à agir immédiatement. Donc il est possible de faire ressortir l'appel à l'action en reprenant par petites touches une couleur secondaire par exemple, qui va permettre de guider l'œil du lecteur du haut de l'image vers l'appel à l'action, comme dans ce nouvel exemple que je vous mets. Au niveau des formes, donc on peut parler un petit peu des formes. En 2015, on voyait souvent les cadres s'arrondir, des arrondis, soit sur les appels à l'action, soit sur les blocs de texte. En 2016, on revient vraiment aux formes rectangulaires. Donc c'est dans l'idée de la simplification, du minimalisme. La plupart des boutons sont formés par un aplat de couleurs ou juste un encadré en fonction du design global, pour que ça s'intègre bien dans le design. En général, si vous faites quelque chose de très minimaliste, un simple cadre autour de l'appel à l'action va vraiment suffire. Et pour des messages un peu plus recherchés, un aplat de couleurs, ce sera très bien aussi. Une petite astuce, donc là on dépasse un petit peu l'aspect design. Ce qu'on a vu beaucoup passer là ces derniers temps, ce sont des demandes de feedback instantané. Donc c'est une nouvelle tendance. Le principe c'est d'envoyer un email avec à la fin de la lecture une demande de retour, de notation tout simplement sur l'email que les gens ont reçu. Donc ça permet déjà d'avoir un retour sur votre mail. C'est des retours qui sont assez peu contraignants parce que c'est simplement un clic, j'aime ou j'aime pas. Donc souvent c'est sous la forme de smiley et ça laisse aussi penser à votre lecteur que vous vous souciez du retour des internautes, de l'avis des internautes. Voilà, donc je vous ai mis dans la description de cette vidéo pas mal de ressources sur ce dont j'ai parlé là aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne emailmarketer.fr pour être au courant des nouvelles vidéos qu'on va sortir, donc toujours sur l'email marketing. Je vous invite aussi à tester notre plateforme. Même si vous utilisez déjà une plateforme emailing, ça vous permet de voir une alternative, notamment de tester un petit peu les différents modèles qu'on met à disposition et de voir nos fonctionnalités d'automatisation. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.